Donc, on est spécialisé marketing numérique. On est là, nous, pour aider les gens à avoir du succès avec leur présence en ligne. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer sa performance, travailler le SEO. Deuxième pilier, c'est tout ce qui est autour de la mesure de performance. Cybermétrie, c'est un mot qui est de plus en plus employé. Le premier R, on parle de récence, ça fait combien de temps qu'il a commandé chez nous. Fréquence, ça fait combien de fois qu'il a commandé chez nous. Puis le M de la fin, c'est le montant qu'il a dépensé. On parle de segmentation ici, RFM. Ça, tout le monde peut googler ça. C'est une vieille technique de segmentation. Mais ensuite, on y va simplement avec des percentiles. Le top tiers des gens qui vont avoir acheté le plus souvent, mais on vient leur donner un score ici de 1, par exemple, pour dire ça, c'est mes meilleurs en termes de fréquence. On répète pour la récence, pour la valeur monétaire. Et puis, on va regarder les champions, qu'est-ce qu'ils commencent à commander. Puis, pour chacun des produits achetés, on va regarder par la suite, ce serait quoi le prochain, la deuxième, la troisième, la xème commande. Et salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode. Je suis ravi d'accueillir Benoît. Aujourd'hui, on va parler de la segmentation RFM. Donc, comment on segmente ses clients de la manière la plus efficace possible, comment on identifie ses champions et surtout comment on transforme ses autres clients en champions pour notre site. Donc, Benoît qui ici a développé une solution qui s'appelle Kuma, qui fonctionne avec Shopify et qui va vous donner ça de manière automatisée. Et aujourd'hui, dans cet épisode, on apprend comment l'utiliser. Donc, évidemment, comme d'habitude, je vous invite à mettre 5 étoiles sur les plateformes, donc sur Apple Podcast. Vous verrez aussi sur Spotify, vous avez la possibilité maintenant, avec la nouvelle fonctionnalité, de laisser quelques commentaires. Donc, j'essaierai de vous répondre. Et puis, je vous laisse avec cet épisode et avec Benoît. Parfait. Et écoute, bienvenue Benoît sur le podcast e-commerçons. Je suis vraiment ravi de t'accueillir aujourd'hui. Je crois que tu es mon premier invité québécois. Wow, ben merci Pierre-Baptiste de m'avoir sur le podcast. C'est un honneur, très privilégié d'être ici avec toi. Écoute, vous m'avez contacté, je pense, il y a quoi, à 2-3 mois. J'avoue que j'ai pris 40 ans à vous répondre parce que, parce que je sais pas, peut-être je suis pas très sympa en fait comme gars. C'est pas Et en ça. final, on a pu en parler un petit peu ensemble. Et j'ai vu que toi, tu avais une grosse expertise dans tout ce qui est création de segmentation d'audience, de travailler sa rétention, ses audiences même d'acquisition, etc. Enfin, tu as une grosse XP là-dedans. Vous avez développé un tool qui a l'air vraiment cool sur le sujet. Donc, ça va être un peu le sujet de notre podcast d'aujourd'hui. Avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais quand même savoir un peu ton parcours, savoir un peu d'où tu viens, ce que tu as fait, comment tu es arrivé à faire le taf que tu fais aujourd'hui. Donc, si tu veux bien te présenter, le micro est à toi. Parfait, merci pour l'introduction. Bonjour, je m'appelle Benoît. L'histoire un peu, ça ressemble à l'histoire d'Obélix dans les Astérix et Obélix. Je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. Mon père, il travaillait en informatique. On a eu très tôt un ordinateur à la maison. Tombé en amour, si on veut, avec l'informatique. J'ai fait mon premier site web avant de rencontrer ma première copine, on va dire ça comme ça. Au secondaire, au lycée, c'est moi qui surveillais le local informatique. Si vous donnez une idée, là, le portrait quand même, l'histoire nerd classique. Poursuivi mes études en informatique, donc programmation à l'université en mathématiques informatique, quand même assez loin dans les chiffres. Puis par la suite, j'ai commencé ma carrière comme programmeur, surtout à faire des sites web. Puis mon amour pour le marketing est commencé avec tout ce qui est analytics. Donc, la première fois que je fais un site web en ligne, je veux savoir qu'est-ce que ça donne. Je suis fier de mon travail. Puis à force de mesurer l'efficacité du site ou la performance du site, mais là, prochaine étape évidente, c'est de vouloir influencer positivement ces chiffres-là. Puis là, j'ai commencé à creuser comment fonctionne l'algorithme de Google, comment on peut mettre de l'argent dans Google Ads si on est pressé. Puis même chose avec les réseaux sociaux. Puis à force de m'intéresser au marketing numérique, avec mon frère, on a parti une agence qui s'appelle Ursa Marketing il y a maintenant un peu 7 ans. Puis, pour continuer l'histoire, là, les stéréotypes de notre enfance, lui, c'était le gars qui jouait dans l'équipe de football, puis qu'il était populaire. Puis,
Fait que là, aujourd'hui, il est plus extraverti, il s'occupe du développement d'affaires, puis moi, je m'occupais de réaliser les mandats au début. Maintenant, on est toute une équipe, là, 22 personnes, dont 4 personnes dédiées à un développement d'un nouveau produit, une application pour Shopify qui s'appelle Kuma. Donc, on reste dans le thème des ours. Ursa, c'est les constellations. La petite ours, la grande ours, c'est leur nom en latin. Ursa, on veut être, on fait un service conseil, donc on veut être un bon repère pour nos clients, un peu comme l'étoile polaire qui se trouve dans la petite ours. Puis Kuma, ben c'est simplement, c'est comme ça qu'on dit ours en japonais. Ça sonnait bien, c'était 4 lettres. On aime bien les oursons. On est resté Ouais, dans le thème. je vois ça, je vois ça. Et t'as sorti ton premier site à quel âge du coup? Et environ, ben, j'ai pas nécessairement sorti, mais programmé vers l'âge de 15 Programmé. ans, on va dire, mettons, environ. Ok. C'est ça. Ouais, donc tu as commencé quand même vachement tôt. Tu es tombé dans t'étais un peu le genre de gars qu'on appelle dès qu'il y a un petit problème informatique un peu nul, n'importe où, tu dis Oui, oui, exactement. C'est le bon portrait. Combien de fois un oncle elle m'appelle, son Internet fonctionne pas, en échangeant une boîte de pizza, je réparais le routeur. Ça c'est arrivé plusieurs fois. alors que c'était juste qu'il avait mal rentré son mot de passe et Ouais, fallait le redémarrer, simplement, le classique, là. Salut à tous, ici Pierre Baptiste. Je me permets d'interrompre cet épisode pour vous parler de Seos, l'agence Google Ads qui rend ce podcast possible. Chez Seos, notre mission elle est simple, aider les e-commerce à transformer Google Ads en un véritable moteur de croissance. Comment on fait ça? Eh bien tout simplement en créant des stratégies sur mesure taillées pour maximiser la performance de chaque budget, chaque euro investi et parfaitement aligné avec vos objectifs business. Donc que vous cherchiez à améliorer votre ROAS, à accélérer votre croissance, à scaler votre activité ou à attirer toujours plus de nouveaux clients, on s'occupe de tout. De la conception de la stratégie jusqu'à l'optimisation continue, le tout avec une approche ultra personnalisée et basée sur des analyses business approfondies. On a construit une équipe de dingue et on a déjà eu la chance de collaborer avec des marques incroyables comme le groupe Eram et leur marque TBS, comme Fitness Boutique, Mister Auto, Bobo Chic, l'entrepôt du bricolage, Ekiclick, Wopilo ou même des projets comme Esprit Padel. D'ailleurs, si vous dépensez plus de 10 000 euros par mois sur Google Ads, Seos vous offre un audit gratuit de votre compte spécialement pour vous, auditeurs d'e-commerçants. Donc le lien, il est en description. Ne tardez pas à réserver votre audit. On a hâte de voir ce qu'on pourrait accomplir ensemble. Allez, on retourne à l'épisode. Bonne écoute. Mais ok. Et du coup, comment tu fais des études en informatique et après, tu arrives à monter une agence. C'est quoi l'étape entre les deux? Comment tu passes de l'un à l'autre et que tu lances l'agence et tu dis, bah, ça, c'est un business qui m'intéresse. Tu vois, c'est quoi l'histoire un peu du projet? Oui, on est allé en accéléré. Études informatiques, il fallait prendre des options dans notre parcours à l'université, puis j'avais pris une option marketing pour, on devrait me la couler douce entre les cours d'informatique puis de mathématiques. Puis j'ai trouvé ça très intéressant, mais ça restait une base théorique. Puis j'ai eu la chance, mon premier travail, ça a été dans une start-up qui est un peu au début des années 2000, qui voulait partir un réseau social un peu à la Facebook, mais où on rendait le monde une meilleure place. Ça a été un gros échec, mais ça a été une belle expérience sur comment apprendre à justement lancer une entreprise, c'est quoi les rouages, puis tout ça. Puis vraiment, c'est une belle opportunité, une montagne russe des hauts et des bas, beaucoup d'actions, mais enrichissant comme expérience à la fin de tout ça. Puis ça m'a toujours laissé rester en tête un peu cet esprit entrepreneurial-là. Puis ensuite, j'ai travaillé dans une agence plus établie où est-ce que, en fait, il y avait déjà des clients, on faisait les sites web. Que aussi j'ai un peu vu comment ça fonctionnait, mais toujours il y avait cette voix qui disait un appel à partir quelque chose selon d'autres standards ou sur d'autres valeurs, si on veut. La genèse de tout ça, limite, c'est un peu égoïste. Là. On cherche un endroit où est-ce que mon frère et moi, on cherchait les deux un endroit où est-ce que on pourrait être bien, concilier notre vie personnelle, le travail, d'avoir des conditions qui nous convenaient à nous, mais qu'on peut aussi partager avec une équipe. Donc tout ça, c'est comme ça que Ursa il a vu le jour. Là. Un client à la fois, tranquillement.
Mais du coup, ça fait 7 ans que ça existe. Et pour bien comprendre du coup ton métier chez Ursa, c'est tu fais du marketing pour des boîtes, tu as fait de l'acquisition aussi un peu de ce que j'ai vu. C'est quoi un peu le métier? Comment vous faites ça en fait? Donc, on est spécialisé marketing numérique. On fait pas de site web. Vraiment, c'est un choix très tôt là, dans le modèle d'affaires. On est là, nous, pour aider les gens à avoir du succès avec leur présence en ligne. Mais on n'est pas ceux qui vont construire les sites web. Donc, même si j'avais programmé, même si je savais les programmer les sites web, là, c'était un choix de plus le faire, si Ouais, on de veut. pas le faire. Puis, donc, tout marketing, on a, mettons, on va dire 3 piliers de service. Un au sujet du marketing numérique, style performance, donc réseaux sociaux en payant, en organique, en recherche, Google Ads, Bing Ads payant ou organique, encore une fois. On peut aider les gens avec des infolettes, n'importe quoi qu'on peut faire pour aider les gens à avoir du succès avec leur présence en ligne. On est, à cause de mon bagage assez technique aussi, en mesure de dire est-ce que le site web est bien fait, de faire des audits, de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer sa performance dans les moteurs de recherche, comme travailler le SEO. Ensuite, deuxième pilier, c'est tout ce qui est autour de la mesure de performance. Cybermétrie, c'est un mot qui est de plus en plus employé. Donc, comment on installe les tags, comment on gère les cookies, comment on collecte les données, après ça, on les analyse, on les présente. Donc, on fait des tableaux de bord, par exemple, qui viennent centraliser les dépenses puis les résultats de publicité sur plusieurs plateformes avec Looker Studio, des gros pipelines de données sous BigQuery. Fait que ça, c'est le deuxième filon qui a donné naissance à notre projet Kuma. Donc, c'est à force de travailler avec toutes ces données de commerce électronique-là qu'on s'est dit, puis les analyser à la main, qu'on s'est dit, peut-être on pourrait faire un outil. On y revient plus tard. Troisième pilier, c'est la formation. Donc, toujours aimé, moi, partager. Un moment dans ma carrière, je me demandais justement, est-ce que je veux aller enseigner l'informatique ou le marketing quelque part. J'ai toujours aimé ça. Puis, on donne des formations en entreprise. On a souvent même donné des formations pour d'autres agences qui pourraient être considérées de la compétition. On donne des agences avec Grenier aux Nouvelles. Au Québec, c'est une référence dans le domaine marketing et communication. Puis, mon équipe et moi, maintenant, on a, je pense, 6 sujets de formation sur tout le marketing numérique que les gens peuvent venir apprendre à faire la publicité sur Google, sur Facebook, comment fonctionne le SEO, comment fonctionnent les tableaux de bord. Tout ce que je vous ai parlé, on l'enseigne aussi. Là, donc. Ok, ouais, en fait, t'as quand même vachement d'activités différentes, c'est vachement large tout ce que tu proposes. Ok, méga intéressant. Euh, il y a un sujet qui m'intéresse, c'est comment tu fais pour. Enfin, quels sont un peu les types de clients que tu accompagnes aujourd'hui et c'est quoi un peu comment dire? Parce qu'en fait, quand tu fais autant de choses différentes, il y a forcément des trucs qui sont un peu plus ta spécialité que d'autres. Euh, je pense que tu as un truc lié un peu à la data dont on va parler un peu ensemble après. Mais c'est quoi aujourd'hui tes clients, pour qui tu bosses ouais. C'est très diversifié. On s'est auto-imposé un code de déontologie très tôt dans notre histoire où est-ce qu'on voulait pas prendre des gens qui étaient en compétition directe. Donc, ça a fait en sorte qu'on a des clients dans plusieurs domaines différents. Euh, il y a les extrêmes, là. On a par exemple un salon funéraire pour lequel on aide à créer du contenu pour les réseaux sociaux. Là. C'est pas toujours facile de trouver des nouvelles publications, mais en même temps, c'est un modèle d'affaires qui fonctionne. Et on a de plusieurs sites de commerce électronique qui vendent toutes sortes de choses en ligne. On a des compagnies de services pour les consommateurs, par exemple, services de jardinier qui viennent tourner de pelouse, des petits clients ou des clients plus saisonniers, si on veut. Puis, on a d'autres extrêmes, là, où est-ce on a des compagnies multinationales pour lesquelles on fait des campagnes de recrutement en Amérique du Nord au complet. Donc, c'est une belle diversité qui nous a permis de survivre à des étapes difficiles comme COVID. Ça a frappé fort certains domaines, mais par exemple, si les concessionnaires automobiles étaient fermés, mais OK, ces clients-là, ils diminuaient, mais nos clients qui vendaient en ligne, eux, ils ont vécu une grande croissance. Puis, grâce à cette diversité-là, on est toujours là. Ouais, non, c'est vrai que c'est important
d'avoir cette diversité. Un truc qu'on n'a pas du tout chez Seos. On travaille quasiment que pour des e-commerce. Donc, moi, je pense qu'il y a un prochain Covid, on va être très très bien parce que je pense que ça va emmener Ouais, tout le monde absolument. vers le haut. J'espère pas parce que c'est quand même bon merde, même si c'est bien pour le comment dire le business, c'est quand même bien embêtant pour la vie au quotidien. Effectivement. Donc clairement, j'espère pas, mais ouais, effectivement, ça t'apporte une certaine résilience en fait d'avoir autant de clients dans des secteurs aussi diversifiés. Un des sujets pour lesquels on devait parler aujourd'hui, je te propose qu'on se concentre un peu sur la partie e-commerce et qu'on voit comment approfondir. Il y avait un des sujets que quand on a essayé de préparer un petit peu notre échange au début, qui était sur un peu toute la donnée de segmentation de la clientèle. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la raison pour laquelle tu t'es intéressé à ça et tu as voulu pousser le sujet de segmentation, puis peut-être après on rentrera plus en profondeur dans justement ce qu'on peut recommander à nos clients pour mieux segmenter mieux segmenter leur base client, puis comment utiliser ça au quotidien pour vraiment générer de la performance, qu'elle soit marketing, qu'elle soit marketing sur la partie acquisition ou qu'elle soit marketing sur la partie rétention. Je pense qu'il y a des très belles choses à faire. En tout cas, de ce que tu m'as montré, je me suis dit qu'il y avait vraiment des belles choses à faire. Donc, ça fait beaucoup de questions en une. Peut-être comment tu t'es lancé du coup dans cette partie segmentation? Parfait. Donc, avec autant de données, c'est difficile à comprendre parfois que- si on regarde l'ensemble, puis la segmentation, si on arrive à trouver des manières de segmenter, ça permet de regarder une partie de l'histoire à la fois. Donc, déjà, c'est une bonne raison de vouloir prendre une bouchée ou tu sais, y aller un petit pas à la fois. Donc, puis, il y a plein d'histoires qui se cachent dans notre base de données. Là. On peut comprendre beaucoup de choses en prenant le temps d'analyser juste un historique de transactions de commerce électronique. Puis un peu, c'est ça qui moi, je sentais l'appel. J'ai toujours trouvé ça fascinant là, de pouvoir essayer de reconstruire une histoire juste à partir d'une liste de transactions. Essayer de comprendre après c'est quoi les préoccupations de nos clients, c'est quoi leurs besoins, comment on peut après ça, quand on peut mieux les comprendre, on peut mieux les servir par la suite. Puis c'est pas mal ça la base de l'approche. Là. En comprenant mieux nos clients, on est capable de leur offrir une meilleure expérience. Puis tout le monde est gagnant à ce point-ci. Là. Quand les gens ils ont une meilleure expérience, ben, ils ont tendance à racheter encore, ainsi de suite. Ok. Et donc, en gros, tu t'es dit, aujourd'hui, j'ai la sensation que tous mes clients e-commerce, moi j'ai un peu cette sensation, et tu sais, j'ai un e-commerce aussi à côté. On est en train de regarder, on analyse nos ventes, on analyse nos métriques, nos KPI comment dire, de taux de conversion, les produits qu'on vend, etc. Mais c'est vrai que parfois, on ne va pas vraiment en profondeur dans l'analyse de nos parcours d'achat, combien de fois un client est venu, puis c'est quoi les masses et comment elles évoluent. Puis il y a un autre truc je trouve qu'on n'analyse pas beaucoup, c'est l'évolution de nos catégories de produits ou des ventes de nos produits en fonction de certaines périodes de l'année. On a tendance à regarder tout en masse, tu sais, un peu en mode notre chiffre d'affaires évolue comme ça sur l'année, mais on n'a pas toujours ce travail vraiment rigoureux de rentrer dans chaque catégorie. Pour toi aujourd'hui, je crois que tu as développé du coup une grosse partie de développement de l'idée, enfin, pardon, du projet de segmentation, tu l'as fait vachement sur Shopify. Euh, pour toi, aujourd'hui, c'est quoi un peu les, les, les KPIs que tu vas regarder justement dans les données de transaction d'un client, d'un site e-commerce, pour qu'il comprenne mieux qu'est-ce qui est important pour lui, tu vois, pour comprendre mieux son business? Oui. Euh, c'est sûr qu'il y a des indicateurs on va regarder sur le nombre de commandes par personne ou justement, ça fait combien de temps quelqu'un n'a pas commandé ou la valeur totale que quelqu'un a commandé. Il y a le classique taux de rétention ou le classique taux d'abandon qu'on veut surveiller. Mais quand on commence à regarder ces chiffres-là, là, c'est pas pour rien que je les ai nommés, ces trois-là. Les trois premiers, là, on parle de revenus, le combien quelqu'un nous a donné, la fréquence, il a fait combien de commandes chez nous, puis, excusez, j'ai dit revenu. Le premier R, je me suis trompé, on coupera au montage. Le premier R, on parle de récence, ça fait combien de temps qu'il a commandé chez nous. Fréquence, ça fait combien de fois qu'il a commandé chez nous. Puis le M de la fin, c'est le montant qu'il a dépensé
On parle de segmentation ici, RFM. Ça, tout le monde peut googler ça. C'est une vieille technique de segmentation. Puis c'est quelque chose qui s'applique à n'importe quel commerce électronique, n'importe quel même commerce pas électronique, dès qu'on a des données de transaction. C'est une façon qui permet d'isoler un peu ou de regrouper nos clients. Et nos meilleurs clients, c'est ceux qui ont commandé dernièrement, qui ont commandé souvent, puis qui ont commandé pour beaucoup d'argent. Ok. Et comment tu définis les seuils? C'est-à-dire que, parce que du coup, si tu reprends le modèle, donc tu as la récence, tu as la fréquence et tu as enfin, le La chiffre valeur d'affaires total, monétaire. en gros, le montant. Euh, Comment tu définis ça? C'est un bon montant, ça c'est une bonne récence, ça c'est une bonne fréquence. Et du coup, ouais, pour comprendre un peu comment tu définis ça, Ouais. c'est sur de la moyenne. C'est la façon la plus simple d'y arriver, puis n'importe qui peut y arriver avec Google Sheet et GPT en backup. C'est d'y aller par percentile. Ok. On vient assigner un certain score de récence, de fréquence, puis de valeur monétaire. Fait que, par exemple, mettons qu'on dit qu'on donne un score, il y a différentes façons de le faire. Des fois, les gens vont scorer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Mais mettons, si on veut garder ça simple, on dit on donne un score de 1 à nos meilleurs, 2 c'est la moyenne, puis 3 c'est les pires. Les pires, c'est pas nécessairement, il n'y a pas de pires clients, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est en termes de valeur monétaire, ça serait ceux qui aient dépensé le moins. Bon, il va simplement avec une distribution là, où est-ce que peut-être qu'on enlève les extrêmes. Et on regarde peut-être le top 2% dans le haut, dans le bas, on peut l'enlever pour pas trop débalancer la distribution. Mais ensuite, on y va simplement avec des percentiles. Le top tiers des gens qui vont avoir acheté le plus souvent, mais on vient leur donner un score ici de 1, par exemple, pour dire ça, c'est mes meilleurs en termes de fréquence. On répète pour la récence, pour la valeur monétaire. Ok. Et après, en gros, tu recoupes cette donnée. Donc, en fait, tu fais le travail un peu 3 fois et tu Ouais. dis quand il y a un client qui fait partie de un en fréquence, un en récence, un en monétaire, lui, il fait partie de un dans mes meilleurs clients, en gros, Ouais. etc. En gros. C'est exactement l'approche RFM. Là, il y a des nuances là-dedans, il y a des gens qui viennent ajuster, mais si on garde ça simple, c'est vraiment exactement ça l'approche. Puis là, on peut avoir une certaine... Il y a des mondes qui peuvent l'ajuster, tout le monde a une interprétation là-dedans, dire, bon, mais mes meilleurs clients, est-ce que c'est simplement les 1 partout, ou bien je peux rajouter un 2 à quelque part? Là, tout le monde il peut le mettre c'est un peu la sauce personnelle, si on veut, là. Mais en gros, c'est ça l'approche. Puis, l'étape d'après, c'est d'apprendre de nos meilleurs clients. Puis, on veut donc que des meilleurs clients. T'sais, on veut que des clients fidèles, loyaux, en tout cas, des clients qui vont revenir souvent. Et puis, on peut prendre un portrait de nos meilleurs clients, essayer de comprendre comment eux consomment dans notre boutique, comment eux magasinent, c'est quoi les produits qui ont commencé leur parcours d'achat. Fait que si on prend, par exemple, on vient regarder tous nos clients qui auraient scoré dans le top récence, fréquence et valeur monétaire, on peut après ça appliquer un filtre puis dire qu'est-ce qu'ils ont commandé leur première fois, ces clients-là. Est-ce qu'on peut retrouver des patterns? On peut faire l'inverse aussi. Les gens là, qui nous ont abandonnés, c'est pas parce qu'ils nous ont abandonnés qu'il n'y a pas de valeur à analyser pourquoi ils nous ont pas abandonnés, mais on arrive des fois peut-être que on a un produit citron là, dans notre inventaire, là, un produit que tout le monde qui commande ça, il recommande jamais une deuxième fois, ils vivent pas une bonne expérience. Peut-être que ça vaut la peine d'adresser ce problème-là. Peut-être qu'il y a des communications spécialisées, spécialement à cet effet-là qu'on peut faire aussi. Désolé, on s'est trompé. On peut aller loin avec ça. Là. Ok. Donc, en gros, tu prends par exemple, tes top clients. Donc, allez, on disait les 30% des meilleurs clients à la fois dans les trois donc, RFM qu'on a vus ensemble, enfin, ces trois catégories-là. Et pour cette catégorie, tu vas aller creuser.
par exemple, leur produit d'appel, la première achat qu'ils ont fait. Ouais. Tu vas peut-être essayer de comprendre quoi d'autre? Genre le fait que aussi, peut-être, le dernier produit qu'ils ont acheté. Est-ce qu'ils continuent d'acheter toujours le même produit ou est-ce qu'ils se sont ouverts sur d'autres, trucs? C'est quoi un peu toi si je devais justement te poser la question, Ouais. si là je t'envoie mon tiers de mes 3, Ouais. de mes 30 de top clients sur mon site. C'est quoi genre peut-être les 5-6 métriques ou les 5-6 trucs que tu vas vouloir analyser dans un premier temps pour pouvoir justement te faire une idée très précise du parcours de mon meilleur client et cetera? On parle de parcours, c'est exactement là où j'allais. On va regarder peut-être le top 10 des produits achetés par nos champions, qu'on va les appeler, nos top scoreurs. Et puis, on va regarder les champions, qu'est-ce qu'ils commencent par commander. Puis, pour chacun des produits achetés, on va regarder par la suite, ce serait quoi le prochain, la deuxième, la troisième, la xème commande. Donc, l'idée, c'est de dire, bon, mais s'il commence, je prends un exemple là, de magasin de crème, il commence par la crème de jour, est-ce qu'il enchaîne avec la crème de nuit? Est-ce qu'il passe au sérum? Est-ce qu'il achète un baume pour les lèvres? On peut prendre cette analogie-là normalement dans plusieurs milieux, mais c'est de voir, bon, mais des fois, on a des surprises. Là. Je reste dans le skincare parce qu'il y a des surprises. On a des clients, par exemple, que justement, si on fait une petite parenthèse là, dans le domaine des soins de la peau, les crèmes de jour, crèmes de nuit, c'est des produits très fréquents, mais le sérum, c'est le produit le plus dispendieux. D'habitude, c'est le but de se rendre à acheter fréquemment le sérum. Puis le baume pour les lèvres, ben, c'est un produit d'entrée de gamme qui coûte souvent là, un cinquième du prix du sérum ou un dixième. Là, c'est vraiment pour attirer les gens. Mais là, c'est intéressant de voir, bon, j'ai combien de champions qui ont commencé leur chemin avec ce produit d'entrée de gamme versus le sérum directement. Puis on a souvent des surprises là, dans l'exemple que je vous cite. Là, il y a, un client qu'on vient de faire l'analyse dernièrement, il y avait comme 20% de ses champions qui ont commencé leur chemin par acheter un baume à lèvres, puis que ça leur a donné le goût de passer aux crèmes plus régulières ou bien au sérum par la suite. Là. Donc, on a souvent des surprises, c'est ça de trouver c'est quoi l'histoire. On veut plutôt raconter une histoire, c'est de comprendre, éviter de tomber dans le piège les personas là, de Julie va au marché, elle aime les chats, elle aime les chiens. Il n'y a pas grand-chose à faire concrètement avec ça. Mais plutôt, tu sais, Julie se cherche un baume pour les lèvres, puis ça lui donne le goût de s'acheter ensuite un autre produit parce qu'elle a aimé son expérience. Mais tu sais que c'est super intéressant parce que ça se met vachement en correspondance avec nous, ce qu'on fait aussi sur Google Ads, sur certains aspects. Je vais te donner un exemple bête, mais en ce moment, j'ai un peu un cheval de bataille où on essaie de comprendre et de craquer le truc. C'est pas encore finalisé, très loin de là. Mais tu sais, quand tu fais de la pub, par exemple, sur Google, euh, quand tu regardes les produits sur lesquels tu as généré des conversions, c'est pas toujours les produits sur lesquels que tu as vendu derrière. Ouais, Du coup, tu as vachement cette notion d'avoir des produits qui sont cliqués, qui génèrent des conversions, mais qui génèrent des ventes croisées, en fait. ouais. Et du coup, il y a vachement ce sujet de se dire, mais finalement, c'est quoi nos produits d'appel? Quels sont nos produits qui génèrent notre clic parce qu'on a un bon positionnement prix, c'est un produit recherché, etc. Mais finalement, peut-être qu'il n'est pas tant acheté que ça, mais qui génère énormément de ventes croisées à côté parce que les gens se rendent compte que c'est plutôt ce produit-là qui convient à leurs besoins. Et en fait, c'est un peu ce que tu dis aussi, c'est-à-dire que si tu as bien identifié ce qui fait acheter, enfin ce qui fait rentrer les gens sur ton site ou dans ton univers de marque, par exemple le baume à lèvres dont tu parles, c'est-à-dire que derrière, tu vas pouvoir leur vendre le sérum qui vaut 10 fois le prix. Et tu te rends compte qu'en plus de ça, mathématiquement, sur tes meilleurs clients, il y en a 20 ou 30% qui sont rentrés par le baume à lèvres. Ils ont lâché peut-être que 10 euros ou 10 dollars canadiens pour leur premier achat. Mais par contre, derrière, ils ont enchaîné vers le sérum et ils sont montés en fait dans l'échelle de valeur Ouais. directement sur ça. Et ça peut vouloir dire que en fait, c'est OK de perdre de l'argent pour vendre des baumes parce que derrière, grâce à cette data, tu sais que tu vas réussir à convertir des gens dans un Ouais. certain pourcentage sur le sérum ou autre. C'est exactement ça la logique. Puis c'est l'étape d'après de dire bon, mais j'ai identifié comment je fais des champions. Moi, je veux une machine à créer des champions.
Puis c'est contre-intuitif pour la plupart de nos clients de dire je ne veux pas dépenser autant d'argent pour de la pub pour mon produit d'entrée de gamme dans ce cas-ci. Il n'y a pas de logique qui dirait que je ne ferai pas de marge sur mon premier achat, mais si on arrive à démontrer que la valeur à vie de ces clients-là est grande, là, on vient de justifier, de dire, bon, mais ça vaut la peine de faire la promotion du bon Malève, là, même si c'est pas le produit le plus rentable au premier achat. Et justement, quand toi, par exemple, tu mets en place ta solution justement de marketing, enfin, d'analyse, etc., c'est quoi les premières réactions que tes clients ils ont en regardant leur data? C'est quoi un peu les trucs qu'ils découvrent en général dont ils ne se rendaient pas forcément compte sur leur propre business? Cette histoire-là de chemin d'achat, là, c'est à chaque fois très intéressant de raconter l'histoire de la donnée aux clients. Ça arrive souvent là, qu'on a des surprises, puis l'anecdote que du bon Malève, c'en est un. Là, où les gens ils pensaient pas que le bon Malève avait autant un impact dans la fidélisation de leurs clients. Là. Ils pensaient que c'était plutôt un produit à mettre en arrière-plan. Là, tu sais. Mais souvent, on arrive à expliquer une histoire, on voit des patterns que les gens n'y avaient pas vus. Puis, c'est toujours intéressant, là. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et je pense qu'effectivement, enfin, moi, je vois pas mal de clients sur lesquels ça pourrait vachement faire sens, tu vois, de faire cette analyse de données. Notamment, d'ailleurs, les business qui ont de la récurrence, en fait. Tous les Ouais, business qui ont une récurrence d'achat qui est importante, je pense que ça ouais, vaut vachement le coup de regarder ça. Je pense, tu sais, j'ai un site d'équitation avec qui je bosse. Et typiquement, tu vois, je pense aussi sur des business comme ça, où on est sur des business passion. En fait, la ouais, personne qui a un cheval, qui s'achète, je sais pas moi, des étriers pour faire de l'équitation, bah, demain, elle aura besoin de d'autres produits complémentaires. Et en fait, c'est ouais, aussi bien d'identifier comment les gens ils arrivent sur le site, sur le premier achat et qu'est-ce qu'ils vont générer derrière. Tu as ouais, dit un truc super intéressant tout à l'heure. Tu disais, on veut essayer de trouver un moyen de créer des champions. C'est quoi aujourd'hui, du coup, maintenant que tu as bien identifié, OK, les parcours d'achat qui semblent bien fonctionner avec des pourcentages d'analyse pertinents, comment on crée des champions derrière? C'est quoi un peu le process maintenant? ouais. Qu'est-ce qu'on met en place, tu vois? Qu'est-ce qu'on met en place? Il y a plusieurs choses qu'on met en place, mais le premier truc relativement simple à mettre en place, c'est de faire des campagnes pour aller en chercher plus des champions. Ben, là, je pars, on va partir dans plusieurs branches, là, mais mettons pour la branche, aller chercher plus de champions. Un outil formidable que les plateformes de pub nous offrent, que ce soit Google Ads ou Facebook Ads, les deux ont la possibilité de faire des audiences lookalike, les audiences similaires. J'ai rien vu dans toute ma vie qui marche mieux du premier coup qu'une audience lookalike basée sur des champions. Okay, donc, souvent, l'approche, on fait des audiences lookalike, remarketing à partir de notre pixel. On fait des audiences lookalike qui sont relativement larges, mais en faisant des audiences lookalike à partir de nos meilleurs clients, on obtient des résultats très bons rapidement. Puis, Et attends, mais du coup, tu as besoin de combien, juste avant de continuer tu as besoin de combien de données? Parce que, par exemple, je sais que sur Google, on ouais, a au moins besoin de 1000 personnes pour avoir une audience qui est utilisable. Et d'ailleurs, les ouais, lookalikes, elles sont un peu compliquées sur Google de plus en plus, à gérer. Je sais que sur Facebook, par contre, ça marche du feu de Dieu. Mais c'est quoi un peu les volumes que tu dois avoir, ouais, pour pouvoir, justement avoir du lookalike qui vaut quelque chose? Parce que si tu me dis: «Si je suis un petit site, OK, j'ai identifié», mais tu sais, statistiquement, il te faut combien, peut-être même déjà avant ça, il te faudrait combien de ventes sur un site e-commerce pour pouvoir avoir déjà une statistique pertinente de cette donnée RFM, et derrière combien de champions pour que ça fasse sens de lancer une machine à création de champions, quoi. OK. Ben, c'est une bonne question, puis c'est dommage pour les clients qui commencent, les boutiques qui commencent, la pente est C'est toujours raide, pareil. c'est difficile de commencer à partir de rien. Pour les boutiques qui ont déjà un historique de plusieurs années, de plusieurs milliers de commandes, c'est eux les champions dans ça, les vainqueurs, les chanceux. On parle le même chiffre que tu as dit, 1000
1000, c'est le seuil minimum pour qu'une audience lookalike sur Facebook aussi fasse du sens. Plus on en a, mieux c'est. Si on n'arrive pas à l'avoir, on peut se rabattre sur nos deuxièmes meilleurs clients. Tu sais, tantôt, on parlait là, d'ordonner un score là, 1, 2, 3. Mais peut-être qu'on va aller on va aller chercher le groupe, la cohorte suivante, là, dire OK, bon, mais j'ai nos champions, puis les presque champions, puis tu sais, on va comme ça pouvoir faire grossir l'audience de base. Là. Plus on donne une audience de base qualifiée, plus l'audience lookalike elle va être efficace. Là. C'est comme n'importe quelle machine. Là, si on incluant notre corps, le corps humain, si on lui donne de la bonne nourriture, il va bien réagir. Puis si on mange pas bien, ben on va pas bien finir. Mais justement, si on reprend l'exemple, parce que j'imagine que vous avez poussé cette stratégie sur le site de skincare dont tu parles, pour avoir une idée, une campagne Facebook avec des audiences lookalike sur des champions, c'est quoi son niveau de performance comparativement à une audience lookalike sur un pixel? Je ne sais pas si vous avez fait cette analyse, ou Ouais. peut-être, ouais, si tu l'as fait, ok. Fait que, très fièrement, on peut dire que le ROAS, il double. Ça a l'air de, de quelque chose d'extraordinaire, là, puis ça a l'air trop beau pour être vrai. Mais on a plusieurs cas clients où est-ce que le ROAS, le retour sur la dépense publicitaire, s'il ne double pas, là, il augmente toujours. Ça oscille entre 1,5 fois et 2 fois qu'on voit comme résultat. Ce matin, j'étais sur un appel avec un client qui nous montrait ses résultats dernièrement, puis je dis, il nous montrait les résultats parce que c'est pas nous qui faisons les campagnes, c'est le client, il faisait juste utiliser notre application en mode autonome. Puis son coût d'acquisition a baissé de 50%. Vraiment, là, il est allé, puis il a mis, c'était vraiment les mêmes. Il a gardé les campagnes qu'il y avait en place. Il n'a absolument rien changé de ses campagnes. Il a dupliqué le groupe d'annonces sur Facebook qu'il y avait. Puis il a simplement changé l'audience. Puis c'était comme pas une compétition égale parce que ces autres groupes d'annonces, eux, ils avaient déjà terminé leur apprentissage. Il y avait déjà une historique de transactions. Puis même avec cette compétition, on va dire, déloyale, le groupe d'annonces qui utilisait l'audience avec les lookalikes basés sur ses champions avait un coût par achat de 50% de son lookalike normal. Ok. Et sur des volumes de vente équivalents à peu près? Sur des volumes de vente équivalents, absolument. Okay. En vrai, c'est impressionnant. Ouais, c'est ça. C'est bien impressionnant. Ça a la limite trop beau pour être vrai. Là. Pas, quand je dis ça, je me sens, on dirait que ça sonne charlatan quand je le dis. Non, mais toi et moi, on va parler un petit peu après le podcast. Ouais. On va voir comment faire ça sur mon site. Oui, absolument. Ça me fait plaisir. Mais non, en vrai, alors c'est vrai que diviser par deux le ROAS, enfin multiplier par deux le ROAS, pardon, ça me paraît, ça paraît beaucoup en fait. Ça fait presque un peu peur en fait. On se dit qu'on a surpayé pendant beaucoup trop longtemps. Mais en même temps, sur du business de rétention, je peux le comprendre. Sur du business, tu sais, un peu one shot, je me demande du coup à quel point ça a un impact. Est-ce que toi, tu as un peu de data justement sur des business peut-être plus one shot où en fait tu vas avoir finalement les gens ils vont venir acheter une seule fois chez toi? Est-ce que vraiment avoir une segmentation sur tes champions, ça fait plus sens aussi ou pas tant que ça? Ça fait du sens toujours, mais ça fait pas toujours le même impact, on va dire. La business repeat, c'est sûr que c'est le Saint Graal pour eux, c'est ça. Mais dans le one shot complètement, là, si on pense à des gros achats qu'on fait une seule fois, ça sert quand même à trouver d'autres acheteurs potentiels qui vont faire un seul achat une fois. Je pense à un canapé, par exemple, tu vois. Ouais. Moi, un canapé, tu vas pas en acheter un tous les ans, quoi. Tu vas en acheter un tous les 3, 5 ans, 6 ans éventuellement, même potentiellement beaucoup moins que ça. Pareil pour, je pense à des matelas. Je crois que, par exemple, en France, les stats, c'est les gens, ils changent de matelas tous les 7 à 10 ans. Ouais. Tu vois, c'est quand même des durées de réachat qui sont quasiment
Enfin, tu vois, la boîte, elle attend de faire faillite plusieurs fois, quoi. Ouais, exact. Mais c'est des business dans lesquels il y a une grande diversité de qualité aussi. Le canapé ou le matelas, là, t'en as de tous les prix, là, en tissu chez Ikea, en cuir qui vient d'Italie. C'est beau être le même format de canapé, 2 places, 3 places, le prix il peut être 10 fois plus élevé. Puis, si exemple, moi je suis cette boutique spécialisée qui vend les canapés sophistiqués en importation d'Italie, ben si j'ai un volume de transactions, puis que je suis capable d'avoir assez d'informations sur ces clients-là, ça fait quand même une belle base de lookalike parce que c'est pas ils ont d'autres critères, ces gens-là, puis ça permet quand même d'aller les sortir. C'est sûr que là, il y aura pas beaucoup de différence nécessairement. Il y aura pas les champions, il y aura peut-être pas beaucoup de monde qui vont en racheter une deuxième, troisième fois. Ça c'est clair que cette segmentation-là fonctionnera peut-être pas si bien, mais dans mon magasin de meubles, je peux peut-être penser à segmenter autrement, là, justement à segmenter pour le monde qui aurait acheté des causeuses versus le monde qui a acheté des matelas. Tu sais. Ok, ouais, effectivement. Ok, donc en gros, première utilisation, et on est resté longtemps sur le sujet, mais réutilisation derrière en acquisition, que ce soit dans les régies Google, Facebook, sur des lookalikes. C'est quoi Ouais. les autres utilisations que tu peux avoir justement d'une bonne segmentation RFM? OK. Donc, un coup qu'on connaît un peu mieux nos clients puis leurs patterns, on s'inspire des clients RFM pour essayer d'influencer nos autres clients. Ça, c'est les clients, on va dire, en marketing numérique, de ce que moi je vois, en tout cas, de notre côté de l'Atlantique. Beaucoup de gens, ils parlent toujours en acquisition. C'est l'acquisition la priorité, mais la rétention, c'est souvent moins dispendieux de stimuler des clients qui nous connaissent déjà. Puis là, l'idée, c'est de comprendre le parcours de nos meilleurs clients pour essayer d'influencer ceux de nos nouveaux clients. Okay? Puis on peut comprendre, on peut aussi faire une analyse que j'aime bien, moi, c'est de regarder tout le monde qui a fait une commande, c'est quoi les chances qu'ils en fassent une deuxième? Ceux qui ont fait 2 commandes maintenant, c'est quoi là, une chance qu'ils en fassent une troisième? Puis ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on atteigne une majorité. Fait que peut-être qu'on réalise que pour qu'un client ait la majorité de chances de recommander chez nous, ça prend 4, 5, 6 commandes, ça dépend des business. Mais là, on essaie de trouver le parcours là, de la première à la deuxième commande, qu'est-ce qui se passe? La deuxième à la troisième commande, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il y a un paquet de choses qu'on peut faire, soit encore en publicité, réseaux sociaux, Google Ads, remarketing, ou en infolettre aussi. Donc, Ok. on vient mesurer le nombre de jours entre les commandes. Puis, Ok. mettons, on peut aller chercher le nombre de jours entre les commandes par produit, mais on vient en plus ajouter un filtre pour dire le nombre de jours par commande, entre les commandes pour mes champions. Fait que je reprends mon exemple de soins pour la peau. Je le sais qu'en moyenne, peut-être c'est 80 jours qu'il y a entre une commande de peau, de crème pour le jour. Mais mes champions, eux, ils commandent en 60 jours. Qu'est-ce que je fais? Ben, les gens qui ont passé une première commande de crème pour le jour, je m'inspire du délai de mes champions à 60 jours, puis peut-être qu'à 50 jours, je déclenche un courriel automatisé qui dit 50 jours après la première commande de crème de jour, tu devrais t'acheter un deuxième pot de crème, puis peut-être qu'on a un coupon incitatif par courriel, peut-être qu'ils voient passer une pub sur Facebook. Par exemple, je vais pas faire infopub, là, mais notre outil, il met à jour automatiquement les audiences quotidiennement sur Facebook. Fait que si on dit, bon, ben, je fais une audience de tout le monde qui a acheté après un certain nombre de jours, mais hop, elle rentre automatiquement dans l'audience, puis la publicité est exposée automatiquement à cette publicité-là. Ok. Alors, en fait, tu redécoupes tes autres quartiles ou tes autres catégories de clients. Tu essaies de voir comment ces clients-là évoluent dans le processus de rétention et tu essaies d'évaluer en gros comment tu fais pour les faire recoller Oui, au process de tes champions et du coup grâce à ça te rapprocher le plus possible du modèle de tes champions en te disant bah, finalement si ces gens-là c'est mes meilleurs clients ils devraient
les autres devraient suivre le même profil. Et du coup, Ouais. tu travailles Klaviyo, j'imagine, pour du rétention. Enfin, Klaviyo sur Shopify, la plupart ont ça, mais un Ouais. outil d'emailing de ce type-là. Est-ce que tu travailles SMS, les WhatsApp, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est un bon outil aussi ou... Et ça pourrait dans certains domaines, mais personnellement, on n'en a pas fait, nous, au travail, ni moi personnellement. Puis j'en reçois, je suis abonné, il y a certaines boutiques que je trouve que c'est pertinent, mais en tout cas, mais ça vire intrusif. Dans mon cas, je reçois beaucoup de notifications. On dirait que j'essaie de faire la coupure là, des fois. Je suis pas Ok. personnellement un fan, mais il y a plein de gens qui réussissent à avoir du succès avec ça. Je peux pas trop élaborer, mais je suis certain que pour certaines industries, ça peut fonctionner. Ok. Donc en gros taf sur, on l'a vu ensemble, retravailler ton acquisition avec des audiences plus pertinentes et travailler ta rétention pour essayer de faire coller tes profils secondaires et tertiaires à ton profil primaire de clientèle, Ouais. histoire d'aller retravailler ton long terme. Est-ce que tu vois d'autres manières d'utiliser justement une bonne segmentation RFM, justement pour aller retransformer des champions, encore créer cette machine à champions? Ouais, mais il y a les clients qu'on pense qu'on a perdus, qui ont scoré le moins bien à nos indicateurs. Il y a souvent moyen de leur tendre la main. Puis peut-être on a vécu on poste l'analyse, puis on regarde quand est-ce que ces gens-là ont commandé. Peut-être qu'on a vécu un problème avec la livraison de nos commandes à cette période-là. Peut-être que tantôt j'en commencé à en parler. Peut-être qu'ils ont commandé tout un produit qu'on sait maintenant que c'était pas un bon produit. L'approche, de humaine là, de dire hey, oh, on s'est trompé. On s'ennuie de vous, on vous aime encore, on essaie de reconquérir le client. Là, faut rester proche de notre image de marque, puis ça dépend, tout le monde, il peut se permettre de dire des trucs différents, puis d'offrir des trucs différents. Mais Ok. c'est des gens Et qui nous connaissent, puis souvent, c'est un trésor là, dormant, là, des clients qui sont en dormance qu'on peut aller réveiller. Là. ça, c'est quoi un peu toi tes résultats sur ces clients en dormance? Tu supposes que tu peux aller chercher combien comment dire, d'incréments? Enfin, comment tu mesures un peu ce que tu peux aller chercher sur ces clients-là aujourd'hui? Ouais. Là, j'ai pas de chiffres particuliers dans la tête à partager, mais si on leur a fait une bonne offre, on est capable d'aller en chercher. Là, habituellement, là, ça vaut la peine de dire je t'offre un coupon souvent ou euh, ça dépend encore de notre marque, qu'est-ce qu'on peut faire comme offre, là, mais la même approche, là, où est-ce que on sait qu'est-ce que nos champions aiment, peut-être que les gens qui sont en dormance, ils seraient intéressés à nous redécouvrir, mais par une autre dimension, un autre produit. Là. Ok, ok, je vois. Non, j'avoue, c'est assez intéressant. En fait, je me dis surtout que c'est vrai que tu as raison, beaucoup de gens pensent à l'acquisition continuelle. Moi, j'essaie de leur dire justement sur Google Ads, si vous avez un business récurrent, Google Ads, oui, c'est un canal d'acquisition, mais en fait, ça ne marchera que si vous êtes fort en rétention derrière. Ouais. Mais c'est vrai que parfois, c'est compliqué à comprendre en fait. Est-ce qu'on peut mettre des gros budgets en acquisition et on a l'impression que c'est le centre, et tu sais, c'est le nerf de la guerre, alors qu'en réalité, le nerf de la guerre, il est derrière, c'est vraiment pour la rétention. Est-ce que, déjà, avec ces 3 éléments, pour toi, on a couvert à peu près en fait, les principes de base de l'activation du modèle RFM suite à justement sa mise en place? C'est pas mal les principes de base, effectivement, qu'on a couverts. Mais il y a d'autres approches là, de segmentation qui sont rendues disponibles maintenant grâce à l'émergence d'intelligence artificielle. Les robots, ils sont meilleurs que les humains à déceler des choses qui se répètent dans la donnée. Puis, dans un magasin donné, même si on a on peut faire la segmentation RFM, c'est toujours une bonne base, puis je pense que c'est la bonne façon de commencer. Mais si on creuse une étape plus loin, on se rend compte que nos champions, ben, ils sont pas tous intéressés par les mêmes choses ou ils achètent pas nécessairement toujours de la même manière. Puis c'est là où est-ce que l'intelligence artificielle peut identifier, euh, on va dire des personas, là, mais pas le genre qui aime les chats et les chiens, mais plutôt basé sur l'historique d'achat.
aujourd'hui, on est en mesure de dire, ben, par exemple, je prends un autre exemple, là, un magasin qui vend de l'équipement de musique. Il vend des instruments, puis il vend des platines là, pour les DJ, puis des micros, par exemple, pour les podcasteurs. Puis comment on fait pour savoir quoi dire à qui là, quand on a 4000 produits dans notre boutique? Ben, c'est là que l'IA, il peut nous dire, bon, mais dans ta boutique, tu as des DJ, tu as des podcasteurs, tu as des musiciens professionnels, tu as des musiciens amateurs. Ça, c'est un vrai cas client. Où est-ce que la plateforme Kuma qu'on utilise, elle a été capable d'identifier justement comme ça ces différents types de clientèle. Puis chaque audience a des besoins à eux particuliers. Là. Le DJ puis le podcasteur, ils veulent pas nécessairement la même chose. Ouais, effectivement, en fait, tu viens potentiellement créer dans chacune de tes catégories produits, enfin de tes catégories de personas aussi potentiellement tes champions, etc. Parce qu'en fait, les gens, effectivement, le podcasteur, il va peut-être réacheter plusieurs fois, mais d'une manière différente du DJ, d'une manière différente du musicien. Et pour autant, ils sont tous dans le même, achètent tous sur le même site. Ouais. Une des questions que je me pose derrière ça, c'est toi, effectivement, avec Kuma, tu mets ça en place sur Shopify, c'est intégré nativement, etc. Et pour le coup, c'est assez stylé parce que tu m'avais montré la plateforme la dernière fois et j'étais en mode ah ouais, en vrai, il y a quand même une donnée de ouf, tu vois, qu'on peut utiliser et qu'on peut renvoyer dans les différentes plateformes. Mais je pense par exemple à tous nos copains qui sont sur PrestaShop, Magento Ouais. et autres plateformes. Comment eux, peut-être, ils peuvent mettre ça en place aussi, peut-être de manière plus artisanale qu'avec des outils, parce que souvent, ils ont des outils qui sont un peu moins bien intégrés que ce qu'on peut avoir sur Shopify. Ouais. Si demain, tu vois, je devais lancer cette stratégie de, même par exemple RFM, mon analyse RFM, comment tu peux le faire un peu à la mano ou autre? C'est quoi un peu ta Ouais. technique sur ça? Mais pour le bout RFM, Google Sheet, on peut aller très très loin avec. Il est capable d'assigner les scores de nos rêves. Puis, je l'ai dit tantôt, ChatGPT, c'est le meilleur aide pour Google Sheet aujourd'hui. C'est fou là. Si il peut à chaque fois que je cherche une formule maintenant, je cherche plus la formule. Et ben ChatGPT avec les dernières versions là, qui interprètent les données, il génère du code Python qui vient faire l'analyse, mais directement dans la fenêtre. Donc, on est capable de bien instruire un ChatGPT 4 pour lui donner un fichier CSV de transaction. Puis, si on l'instruit comme il faut, on peut aller chercher là, ces renseignements-là là, de segmentation. Il est quand même capable de faire un travail, une première étape, on va dire. Là. Mais attention à la maison, ne jamais envoyer de renseignements personnels à ChatGPT. Ça, c'est l'avertissement obligatoire. Si on envoie ces données-là CSV, là, assurez-vous de ne pas envoyer de renseignements tels que les noms, prénoms, courriels, téléphone, adresse. OpenAI ont assez de données comme ça aujourd'hui, pas besoin de nourrir plus. Ouais, ou alors il faut avoir éventuellement le plan entreprise non, de ChatGPT où ta donnée est sécurisée. Non, ça c'est pour le coup, c'est OK sur ça ou t'es pas trop. Eux, ils disent que oui. Là, je peux pas contredire, je sais pas, mais on peut rester sceptique des fois, mais je pense qu'ils doivent rester légitimes quand même. Mais on OK. pourrait faire un épisode sur où GPT, qu'est-ce que GPT a utilisé pour entraîner tout ça. Là. Il y a eu des Il y a eu, pratiques, on va dire, douteuses au mieux dans leur histoire. ouais, il y a eu pas mal de sujets un peu autour de ça, douteux, etc. Je suis d'accord. Et mais justement, en vrai, c'était hyper intéressant. Est-ce que tu vois d'autres sujets qu'on n'aurait pas abordés, justement, un peu dans la segmentation RFM et tout, qui nous manqueraient? Ça fait à peu près 50 minutes déjà qu'on enregistre. Donc, Ouais. je pense on arrive pas mal au bout de notre épisode, mais qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, puis juste peut-être un dernier filon qui c'est la recommandation de produits. C'est une autre façon de segmenter, puis c'est une autre approche. Puis encore là, les algorithmes de recommandation de produits, ils sont de plus en plus démocratisés, si on veut. Mais en fonction d'un historique de commande, on arrive à prédire un peu ce serait quoi les produits qui seraient susceptibles d'être intéressants pour un consommateur. Soit parce qu'il y a
produits souvent achetés ensemble, un peu comme Amazon nous a habitués, ou parce que les gens qui ont acheté ça ont aussi acheté ça par la suite. Mais quand on arrive à faire des recommandations au niveau de chaque individu, on peut regrouper ensuite tous ces individus-là en audience que nous, on appelle prédictive. Donc, on peut dire, voici une audience de gens pour lesquels je prédis que tu serais intéressé à t'acheter un nouveau micro de podcasteur. Mais ça fait aussi des belles audiences remarketing, des belles audiences de emailing et encore une fois, de très belles audiences base de lookalike. Ok. Ah oui, en fait, tu fais de la prédiction de produits que tu pourrais. Est-ce que ça t'arrive à le pousser aussi pendant la navigation de l'utilisateur sur le site? Sur le site où tu le réutilises uniquement un peu en back-office dans tes audiences et de l'email? Ben, oui, aujourd'hui, on l'utilise seulement en back-office. C'est vraiment une autre chose de le faire en ligne. Puis, il y a tout un souci de performance. Faut pas ralentir le site, faut pas ralentir le thème. Puis, c'est des trucs qui sont quand même si quand ils sont précalculés, c'est beaucoup ça prend beaucoup de ressources informatiques, là, info nuagique à produire, là. Ok. Nous, on n'arrive pas à le faire en temps assez rapide pour l'offrir sur le magasin. Puis, on s'en sert vraiment uniquement back-office pour créer des audiences. Ok. Ouais, en vrai, c'est quand même c'est super intéressant. Mais merci pour ce petit complément cette petite précision supplémentaire. Est-ce que tu vois d'autres choses complémentaires à ça dont on n'aurait pas parlé pour que justement nos auditeurs qui connaissaient peut-être pas ces techniques de segmentation un peu RFM puissent pousser le sujet et se rendre compte à quel point ça peut avoir un impact important pour eux justement dans le développement de leur boîte? Oui, mais le résumé, je pense, c'est d'apprendre à bien connaître ses clients par leurs traces de données, là. Donc, tout le marketing numérique puis le commerce électronique, ça produit des tonnes de données. Puis, ça peut avoir l'air intimidant, l'analyse de tout ça, mais par exemple, l'approche RFM fournit un certain framework là, pour analyser, pour regrouper les clients ensemble. Puis ensuite, si on est capable de creuser, mieux comprendre le comportement de nos meilleurs clients, mais tout le monde est gagnant, là. Les gens ils ont de meilleure expérience. Ça va servir à traiter bien les nouveaux clients aussi. Puis, faut pas juste aller en acquisition, on s'occupe bien de nos clients aussi. Puis, c'est pas mal ça les bases de l'approche. Ouais, mais c'est clair, c'est clair. Mais en tout cas, méga, méga intéressant. Si tu devais justement partager un peu comment dire, au Benoît qui commence sur le sujet, tu vois, le Benoît d'il y a quelques années qui s'intéresse à Ouais. la segmentation, c'est quoi les erreurs à pas faire justement quand tu taffes ta segmentation? Ça, c'est une bonne question. C'est facile de compliquer les choses, on va dire. Tu sais, comme par exemple, tout le beau IA, on peut passer des années de recherche à essayer de trouver un nouveau modèle qui va nous changer la vie, mais on peut aller vraiment très très loin juste avec le RFM de base. Ça, c'est un truc à retenir. Mais ensuite, le bout IA, il vient vraiment rajouter là, le extra de la fin. Là. Mais c'est l'approche de comment structurer les données, comment, qu'est-ce qui est influent, qu'est-ce qui est important. Ce serait ça, je m'enverrais un message dans une bouteille, là, parce qu'au début, on cherche dans tous les sens. Mais faut garder ça simple. Il y a beaucoup de choses juste dans le trio là, client, commande, produit. Juste avec ces trois sources-là, on peut aller vraiment très, très loin. Là. Ouais, mais en vrai, je pense aussi, je pense que c'est un truc vrai pour tout. J'ai un peu l'impression que tu sais, revenir un peu aux sources et à la base. Et j'ai l'impression qu'avec, tu sais, tous les contenus qu'on voit, les réseaux sociaux, etc., on a toujours des hacks super géniaux qui sortent. Ouais. Mais en fait, il y a très peu de ces hacks qui sont vraiment des hacks. En fait, souvent, le meilleur hack, c'est déjà de faire la base,
et ça te donne le plus d'impact à la fin, en fait, en réalité. Ah oui, absolument. Je peux partager une précision sur ce que je viens de dire. Nous, on a fait des recherches. Est-ce que la météo est un facteur influent? Puis, tu sais, au Québec, la météo est un facteur influent. Définitivement, tu n'achètes pas la même chose en hiver que l'été. Est-ce que le taux de chômage, le cours de la bourse, le SCP 500, tout plein d'indicateurs externes, qu'est-ce qui vient influencer dans ces segmentations-là? Puis oui, ça a une influence, c'est sûr, là, mais faut pas toujours se compliquer la vie. Je veux dire, c'est toutes des recherches intéressantes qu'on a menées, mais à la fin, on gagne à garder ça simple. Je pense que tu as raison, en vrai. C'est la même chose pour Google. Sur Google Ads, on a souvent ce truc-là aussi de toujours vouloir complexifier des trucs, des structures de fous furieux, complexes. Et en fait, en réalité, c'est souvent assez basique. On revient à c'est quoi l'essence du business qu'on a, en fait. Et je pense que c'est quand même méga important. Écoute, en tout cas, merci beaucoup, Benoît, pour cette présentation. C'est vrai que j'avais jamais fait de podcast justement sur des frameworks comme ça de segmentation. J'avais parlé déjà une fois dans le podcast de segmentation, mais c'était plutôt comment on segmente un peu sa base email pour envoyer des bons emails aux bonnes personnes. Mais en tout cas, merci pour ça. Comment on peut te contacter justement si on veut aller plus loin sur la segmentation et tester peut-être Kuma sur son Shopify? Oui, parfait. Ben, merci pour l'invitation sur le podcast. C'est vraiment un plaisir d'être ici puis de partager sur la segmentation. Puis, si vous voulez me contacter, vous pouvez me rejoindre par courriel, benoît@ursa.marketing. Puis, si vous voulez voir notre application pour Shopify, elle est sur le App Store. Elle s'appelle Kuma, K-U-M-A. Vous pouvez chercher pour Kuma, vous allez trouver un ourson mauve, vous allez pouvoir l'installer. Il y a une version gratuite qui donne la segmentation RFM, qui permet de comprendre le chemin d'achat. Puis, on a besoin d'une version pro, mais seulement au moment d'exporter nos audiences vers les campagnes. Et vous pouvez faire longtemps avec la version gratuite pour bien comprendre vos clients avant d'aller de l'avant. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour cette explication ultra complète. C'était super intéressant et on te retrouve bientôt. Salut. Merci beaucoup, Pierre-Baptiste. Bonne Ciao. journée. Salut.